Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, ravis de vous savoir à l'écoute. Merci d'être là pour nous et nous sommes là pour vous autour de moi pour vous informer. Annabelle Guiraud, les astres nous parlent dans Art pour Riel. Bonjour à toutes et tous, et pour cette première chronique de novembre, rien de mieux qu'un petit astro pour Riel. Votre horoscope 100% décalé. Valérie Beau écrit le nom de Rosa Bonheur. Bonsoir, quel plaisir d'être avec vous. Eh bien oui, je vais vous inviter à l'exposition qu'il y a au musée d'Orsay, mais aussi à découvrir la vie de Rosa Bonheur. L'actu chaude, très très chaude et brûlante, LGBTQI. L'actu avec Étienne Bonpé-Femme. Bonsoir tout le monde, bonsoir Brahim. Dans la LGBTQ Actu, nous allons parler homicide, prévention et clitoris. Et le plus de l'actu attendu, très attendu, Nicolas Rivière. Oui, mais bien sûr, bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et tous, chers auditorices d'Homo Micro. Ce soir, dans le plus de l'actu, nous avons vaincu la Wistichtouille. Wistichtouille, il faudrait que j'arrive à le dire tout à l'heure. Wistichtouille. Et ça viendra, Brahim. Wistichtouille. J'espère qu'il n'a pas là. Bonsoir Jean-François Kervizik, LGBT+, série et musique ce soir. Ravi. Parce que la Wistichtouille, ça j'ai pas, mais je viens savoir ce que c'est tout à l'heure. Oui, donc on va parler série avec Sne, ça se prononce comme ça, c'est une série suédoise, une mini-série. On parlera aussi de Jean-Michel Jarre et de son oxymore, et puis on finira par notre petit calendrier de l'Avent avec les Backstreet Boys qui sont de retour. Très très chargé pour vous ce soir en face de nous en régie. Nathan et Anatole, bonsoir à tous les deux. Bonsoir Brahim, comment ça va ? Ça va, merci, et vous ? Ça va très bien, écoute, on a une super émission. Est-ce que d'ailleurs vous avez écouté par hasard la rediffusion de l'émission, enfin la dernière émission ? Moi j'ai écouté ça tout le week-end. D'accord. Et du coup, tu as vu que j'ai dû me débrouiller en devant, non, c'était bien. Poser un peu la voix off dessus. L'émission était très très bien montée d'ailleurs, parce que tu as fait des reprises un peu partout. Ouais. En même temps, voilà, on a eu une émission d'Halloween assez chargée. Donc, effectivement, voilà. C'était sympa. Il voulait prendre la parole aussi, notre ami Anatole. Juste pour bonsoir. passer le bonsoir. Ouais. Merci, bonsoir. Merci d'être là les garçons. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Astro pour Riel avec Annabelle, qu'on écoute les astres vous parlent. Et là, je vais vous demander, toutes les personnes qui sont autour de moi, d'être attentives, parce que vous allez réagir maintenant sur vos... Comment on dit ça ? Les signes. Les signes. Annabelle. Que te réservent les astres pour novembre ? Réponse avec ta chronique décalée Astro pour Riel. On ne change pas les bonnes habitudes. Allez, commençons par aller regarder ce qui se passe dans le ciel, la lune, les planètes, tout ça. Ça rétrograde du côté de Mars, Uranus, Neptune et aussi Jupiter jusqu'au 23 novembre. Je vais pas vous mentir, mais l'arrivée de Mars dans le quadrature du cercle, ça va nous faire de sacrés effets. Et la Lune, on en parle ? Retenons ces dates. 8 novembre, pleine lune en taureau. Et le 23 novembre, nouvelle lune en Sagittaire. Autant vous dire qu'entre les deux, faudra pas chercher à tout contrôler, mais plutôt à profiter du moment pour prendre du recul, réfléchir, se reposer. Toi qui m'écoutes, tu dois te dire, ça n'a pas l'air folichon ce mois de novembre. Écoute, c'est vrai que cela sera différent de septembre et octobre. Je vais pas te mentir. Mais tu vas voir, faut être philosophe avec les planètes et tout va bien se passer. Allez, fini de te faire languir, viens avec moi, on va voir ce qui t'attend pour novembre. Commençons par le signe du moment. Si tu es Scorpion, un mois de rêve, tu débordes de passion et de charme. Célibataire, tu décides de laisser tomber Tinder pour rencontrer des personnes en vrai, en chair et en os. Succès garanti. En couple, tu vois la vie en rose. Au boulot, tu es récompensé. Tes efforts paient et les offres avantageuses pourraient bien se multiplier. D'ailleurs, en parlant d'offres, tu es la reine, le roi des bonnes affaires. eBay n'a plus de secret pour toi. Avec un tel karma, quand tout va, la santé va. Sagittaire, approche-toi du poste, je vais te faire une confidence. Là, je suis déjà, voilà. Tu es le signe du mois. Si, c'est mieux que le Scorpion. Augmente le son et écoute-moi bien. Formidable. Côté cœur, tu es irrésistible. Les dates, Tinder, Grindr, Mythique, Libre et Sexy, Elite LGBT s'enchaînent. Brahim, un conseil. Garde une batterie externe dans ton sac à dos, ça peut toujours servir. En couple, c'est la passion. Même au-delà, pas de mots assez forts pour exprimer ce que tu vas ressentir. C'est vrai. Tu es un aimant à positif. Réussite au travail, un compte en banque en bonne santé, y a pas à dire. Tu as la baraka.
Capricorne, ton cœur bat la chamade, un vrai coquin pas d'amour. On c'est trop mignon. Célibataire, ton sexe à pile, ou tu l'écris comme tu veux, est à son comble. Niveau dépenses, tu es à jour dans ta compta. Ton prévisionnel est établi, tout est sous contrôle. Pas de sujet. Next. Au boulot, c'est compliqué avec les autres. Hein. Tout le monde te saoule. Mais tu vas ajuster 2-3 trucs relationnels et ça devrait s'arranger en fin de mois. En tout cas, tout ceci n'écorne pas ton moral, mais contribue à te fatiguer. Alors repose-toi dès que tu peux. Verseau, enfin du calme. Tu vas pouvoir récupérer de cette rentrée dantesque. Ce qui sous-tend pas de verre et d'assiettes cassées ce mois-ci. On peut dire merci à Mercure et Vénus qui t'apportent sérénité. Résultat, tout roule pour toi. Au travail, comme pour les finances, tu es content et confiant des récompenses à venir. Et la cerise sur le gâteau, la pleine lune en taureau qui te rend tout chose, tout chamallow. Résultat, des rencontres et peut-être le grand amour. En couple, c'est l'osmose avec ta moitié. Poisson. Rien ne va comme tu veux. T'as l'impression d'avoir les nageoires qui se croisent. Tes projets, le boulot, tes amours, tout stagne. En plus, il y a la fatigue qui se rajoute. Donc, t'es tout chafouin. Tu vas t'introspecter, essayer de comprendre pourquoi tu as la scoumoune à ce point. Heureusement, tu as la botte secrète. Tu vas faire des cadeaux sans te mettre dans le rouge. Et ça, tu sais faire les catalogues, Lidl et Jiffy. Tu les connais sur le bout de tes nageoires. Retiens un truc pour novembre. Ne cherche pas à avoir le contrôle et laisse le temps mettre de l'ordre. Bélier. Un début de mois plutôt pépère. Bon, ça tombe bien, tu voulais te reposer. Même ton porte-monnaie à paillettes se détend, se refait à santé. Après, la question, c'est combien de temps ça va durer, parce qu'on te connaît. En fait, ce qui pourrait bien te perturber, c'est l'arrivée de Mars et Neptune dans ton ciel de Bélier. À partir du 19 novembre, tu nous feras bien rigoler. Ce sera des gaffes en bataille, malgré toi. En bref, réincarnation en François Pignon. Heureusement, ça ne dure qu'un petit temps. Avec la nouvelle lune en Sagittaire du 23, tu repars comme en l'an 40 avec de nouveaux objectifs. Et de l'adrénaline, car c'est à ça que tu marches, pas vrai ? Taureau. Novembre est un mois d'amour. Effet pleine lune en taureau. Demain sera mieux qu'hier avec ta moitié. Célibataire ? Tu ne finiras pas novembre tout seul. Côté sous ? Tu es en train de monter ton plan financier diabolique pour assurer tranquillou bilou tes dépenses de fin d'année. Pour le reste, tu te fais allumer par Mars. T'es épuisé. Et en plus, au travail, c'est règlement de compte à hockey choral. Tu ne peux plus voir tes collègues en peinture en attendant que le nuage passe, tête de mule que tu es. T'as la chance, il y a Jupiter qui va passer par là pour t'ouvrir l'esprit sur de nouveaux projets. Alors, saisis la perche. Gémeaux, ce mois-ci, t'as envie de te la jouer Jack Dawson sur la proue du Titanic. Si t'es célibataire, ça va faire de l'effet. En couple, il se pourrait bien que ta moitié ne joue pas la partie. Alors tu vas chercher bonheur ailleurs. Tu aimes le risque, mais la recherche de piment pourrait bien se transformer en bombe à retardement. Vraiment, ton ciel astral est tout retourné par toutes ces rétrogradations. Tiens, d'ailleurs, au boulot, t'es agacé pour un rien. C'est trop calme pour toi, ça va pas assez vite, et comme tu veux. Heureusement, côté petits sous, tu maîtrises. Voilà un truc cool dans ce mois drôlement bizarre. Cancer. Tu débordes d'amour avec la pleine lune en taureau. Hashtag joli cœur, recherche hashtag le grand amour. En couple, tu seras l'irrésistible étincelle dans les yeux de ta moitié. Mais, si tu veux bien mettre de l'huile dans ton zippo. Côté pro, c'est le calme Olympia. Tu savoures en attendant ton futur challenge. Ton compte en banque est aussi en mode flower power. Zen, zen. Tu resteras zen ce mois-ci. Le soleil te donne pleine confiance, donc morale au top, malgré quelques coups de fatigue liés aux circonvolutions du mois précédent. Lion. Fini les conneries et la procrastination à tout va. Aïe, t'es parti pour rattraper le temps perdu. L'œil vif, le cheveu lissé, prêt à affronter la vie en mode aérodynamique. Autant te dire que c'est the moment pour rencontrer enfin the bonne personne, the amour. En couple, ça baigne. Au bureau, Rocky Balboa est parmi nous. Droite-gauche, et bam, tu as conquis tout le monde. Qui c'est qui sera élu salarié du mois ? Et c'est pas tout, la pleine lune te fait devenir raisonnable. Oui, tu m'as bien entendu. Moi aussi, ça m'a fait rigoler. Ton banquier doit être ravi. Côté forme, tu pétilles, alors n'en jette plus, la coupe de champagne est pleine. Vierge, on commence par le cœur. Tout se passe bien jusqu'à la deuxième quinzaine de novembre. Les rétrogradations de Neptune et Mars vont te chambouler, tu seras tout confus, avec toi, avec tout le monde. Côté de budget, les bas de laine sont à rapiécer, donc tu restes sage en attendant décembre avec ta prime de Noël et ton 13e mois. Côté santé, tu es naze, pas de patience. Cherche pas, c'est l'effet de Mars. Au bureau, tu peux plus les voir en peinture. Tu n'as qu'une envie, poser tes derniers RTT de l'année pour ne plus les voir. Et te reposer sur ton canapé devant Netflix. Et qu'on te foute la paix. Et enfin, terminons par les balances. Je te sens tourmentée côté cœur ce mois-ci. Il y a même un peu de rififi dans l'air avec ta moitié.
Bon, je te rassure, hein, le Rainbow Sky va réapparaître vers la fin du mois. Côté travail, tu es en mode saturation. Vivement les congés. Tu sais quoi ? Regarde bien. Ce mois-ci, t'as le budget. Alors fais-toi plaisir. Dépense les yeux fermés. Bahamas, Bali. T'as besoin de te requinquer. Allez, zou ! Astro Pourriel, c'est fini pour ce mois. Prochain rendez-vous, le 5 décembre. Merci, c'était formidable. Moi, je me suis complètement retrouvé, mais je vais rarement sur Tinder et Mythique. Tu vas sur lequel ? Celui qui reste, c'est Grindr. Grindr ? Ouais. Mais moi, je me retrouve complètement. Et s'il fallait faire un tour de table, la parole circule, vous êtes retrouvés. Mais écoute, oui, tout à fait. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je me sens assez zen et tu as parlé de fatigue, donc voilà, le ciel, mais ça va aller mieux. Nicolas ? Non, écoute, moi alors, je ne suis pas emmerdé au boulot, hein, je ne râle pas au boulot, je trouve pas que ça va, il pourrait y en avoir moins, ça irait. Attends, novembre commence. Oui, d'accord. Merci. Alors, cela dit, il n'est pas impossible qu'après le 15, effectivement, ce soit beaucoup plus mou du genou. Oui. Mais bon, je me fais confiance pour combler les espaces disponibles. Étienne ? Oui, mais moi je suis très content. Moi je suis aussi Sagittaire et je suis heureux de savoir que Ah oui, t'es Sagittaire. je vais dégouliner ce mois-ci. On se retrouve sur Grindr tout à l'heure. Ouais, Comme c'est pas mal ça comme truc. Jean-François ? Alors moi j'étais ravi d'apprendre que je ressemblais à Rocky. Tout d'un coup ça me paraissait un peu étrange, mais bon je sais pas, il y a plein de très belles choses, mais on parle bien de 2022. Exact. Ah ouais, non, Novembre c'est 2022. Ah ouais, il y a vachement de boulot quand même. Et tu es de quel signe toi, Annabelle ? Cancer. Cancer, ouais. Moi j'avais cru entendre... Le meilleur horoscope à chaque fois. Voilà. Ouais. Je me fais plaisir. Alors, je crois que Eric Garnier est bélier et tu as commencé un début de mois plutôt pépère. Et c'est vrai que ça lui va bien, ça. Ouais. Et il nous écoute. Il nous écoute ? Ouais, Eric Garnier nous écoute. Salut Eric. Salut Eric. Parle plus fort. Parle plus fort. Et alors, dis-nous comment tu prépares un peu ce travail Comment je prépare astrologique en fait. Est-ce que tu es devant ta boule de cristal, tu es dans le noir dans ta chambre, dans une pièce sombre? Tout à fait. Je fais ça un jour de nouvelle lune en fait. Ouais. Oui. Je vais chercher les horoscopes. Je vais chercher les dates des nouvelles lunes, des pleines lunes, des rétrogradations. Et puis après, je mixe le tout et puis j'essaye de faire quelque chose de drôle. Je me suis laissé dire que tu cramais du gui autour aussi. Exactement, mais exactement, tout à fait. Oui. Lequel de Guy ? Guirou. Ah, Guirou. J'allais dire Guy Carlier, puis après je me suis dit bof. Merci. Et là, Il est déjà cramé. les astres nous disent qu'on va entendre quelqu'un d'important tout de suite après ça. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Bien sûr, c'est pour l'actualité LGBTQI. Une actualité brûlante très importante et tu nous emmènes tout de suite en Colombie, Étienne. Oui, la semaine dernière, Comitid nous partageait un triste chiffre, 111 homicides et féminicides contre des personnes caractérisées comme population LGBTQI+, ont été dénombrés en Colombie entre le 1er janvier et le 20 octobre dernier. C'est plus du double du nombre de meurtres enregistrés en 2021 où 47 homicides, 529 victimes de violences interpersonnelles et 388 victimes de crimes sexuels avaient été recensées. La moitié des 111 meurtres de 2022 restent impunis à ce jour, selon le parquet qui a également présenté le premier guide de bonnes pratiques pour les enquêtes et les poursuites dans les cas de violence contre la population LGBTQI+. 13 meurtres ont eu lieu à Medellín, la deuxième plus grande ville de Colombie, qui avait été secouée par une vague d'inquiétude en avril dernier, lorsque les autorités ont lancé une mise en garde contre une vague de violence à l'encontre des personnes LGBTQI+, qu'elles ont liées à l'application de rencontres Grindr. Ces alertes nous concernent bien sûr au-delà des frontières colombiennes. L'excitation ne doit pas nous rendre aveugles et nous jeter dans des situations à risque. Vous avez un doute sur la personne que vous accompagnez, que vous invitez chez vous, donnez rendez-vous d'abord dans un lieu public. Oui. Restons dans le sexe, tiens, Brahim, toi qui as l'air si intéressé par le sujet. T'es-tu nous révéler la semaine dernière que la doxycycline pourrait être ajoutée en complément à la PrEP pour protéger des infections sexuellement transmissibles type gonorrhée, chlamydia et syphilis. En effet, une étude démarrée en 2019 et conduite depuis 2021 dans un contexte d'augmentation des IST a permis de montrer l'efficacité d'un vaccin contre le méningocoque B pour prévenir des infections à gonocoque, ainsi que l'efficacité en prophylaxie post-exposition
exposition à de la doxycycline, un antibiotique utilisé pour le traitement de nombreuses infections bactériennes afin de réduire les infections à la chlamydia, mais aussi l'apparition de la syphilis et de la gonorrhée. Le suivi des participants va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2023 afin de s'assurer de l'efficacité sur le moyen terme de ces stratégies de prévention. Les résultats complets de l'étude seront quant à eux présentés lors de la conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes qui se tiendra du 19 au 22 février 2023 à Seattle aux États-Unis. À partir de là, les recommandations nationales et internationales en matière de prévention des IST pourraient évoluer rapidement, élargissant le cas échéant la boîte à outils à notre disposition pour nous protéger et protéger nos partenaires. Gardons donc notre mal en patience et rongeons gentiment le frein de nos partenaires d'ici là. Restons dans le médical. Une étude britannique publiée le 2 novembre, dont les résultats restent à confirmer, démontre que le virus de la variole du singe se transmet souvent jusqu'à 4 jours avant l'apparition des premiers symptômes. Vous me voyez venir, comme pour le Covid, la seule solution n'est pas de faire gaffe aux symptômes, mais bien de se faire vacciner. Alors vaccinez-vous si ce n'est pas déjà fait. Il ne fait pas bon vivre pour les LGBT+, aux États-Unis. Non, les États-Unis vont mal, très mal. Pas à cause de la Russie, même si Biden sait parfaitement faire de Poutine le diable incarné. Non, ces derniers mois, les LGBT-phobies institutionnelles ont redoublé. Le Don't Say Gay en Floride que d'autres États envient et qui interdit de parler de sujets LGBTQI+, en maternelle et primaire. Les écoles et universités qui vont marche arrière envers le droit des personnes trans. Les établissements scolaires qui ont dressé une liste de plus de 1300 livres interdits, dont plus de la moitié concernent des ouvrages mettant en scène des personnes LGBTQI+, etc., etc. Qu'à cela ne tienne, les LGBTQI+, se sont mobilisés. Les élections de mi-mandat qui se tiennent demain aux États-Unis enregistrent un nombre record de candidats LGBTQI+, au total 678 personnes. Chaque État compte au moins un candidat lesbien, gay, bi ou trans. Et 90% émanent du camp démocrate, ce qui n'est pas étonnant dans la mesure où toutes les réformes anti-LGBTQI+, proviennent d'élus du Parti républicain. Au Royaume-Uni, donc le Premier ministre milliardaire va aider au micro. Non. Non. En revanche, on va parler de Heartstopper. Les deux acteurs de la série Phénomène de Netflix ont fait parler d'eux la semaine dernière. Variety a révélé que Joe Loki, qui joue Charlie Spring, rejoindra le MCU, le Marvel Cinematic Universe, dans la prochaine série dérivée de WandaVision. Son rôle n'est pas encore connu, mais je peux vous dire que ça a bien piaillé sur les réseaux sociaux. Un prochain grand héros Marvel gay, ça donne envie. Pour Kid Connor, l'autre personnage de Heartstopper, l'actualité est moins brillante. Après des mois de harcèlement sur les réseaux sociaux pour soupçon de queerbaiting, parce qu'un hétéro jouerait ou volerait le rôle d'un jeune bi, le jeune homme de 18 ans a été contraint de faire son coming out. Après avoir annoncé le 12 novembre qu'il quittait Twitter, il est revenu le 12 septembre il a quitté Twitter, il est revenu le 1er novembre avec un simple tweet. Je reviens une minute, je suis bi. Félicitations pour avoir forcé un jeune homme de 18 ans à s'outer lui-même. Je pense que certains d'entre vous ont manqué le but de la série. Au revoir. Et en effet, comment des fans de Heartstopper, belle série sur l'acceptation de soi et de la différence, la sienne et celle des autres, peuvent se coucher en faisant la même chose que nos bourreaux. Maintenant qu'il s'est outé, qu'ont gagné ses détracteurs ? Rien. Et qu'a perdu Kid Connor ? Beaucoup trop. Petit tour de table, à Paris circule. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces informations, Annabelle ? Eh bien que la prévention contre les IST va reprendre, parce qu'avec le Covid, ça avait beaucoup été freiné. On avait mis plein pot sur le Covid et tout le reste avait été oublié. Et parallèlement, eh bien, ça a fait augmenter l'incidence de ces maladies. Donc, bonne chose, la prévention est reprise en main. Et puis, au niveau des LGBT aux États-Unis, eh bien, ils étaient vaillants, ils étaient leaders, on va dire, ces quelques dernières années. Et malheureusement, c'est en train de se retourner. Un va-et-vient. L'histoire est un éternel recommencement et rien n'est assuré. Voilà, faut toujours rester sur ses gardes. Et ce qui est terrible, c'est que le Premier ministre a annoncé ces dernières heures que il reconsidérerait le droit des trans en fonction de leur sexe de naissance et non plus leur sexe d'affectation. Donc ça arrive aussi en Europe, faut pas. Le Premier ministre d'où ? Comment ? Le Premier ministre d'où ? Du Royaume-Uni. Je l'ai pas dit, pardon. Du Royaume-Uni. Oui. Ne me fais pas prononcer son nom. Nicolas ? Non, moi le dernier truc là sur l'outing et tout qui traduit bien
quelque chose que je dénonçais d'ailleurs il y a déjà 3 ou 4 ans à cette même antenne, sur le fait que effectivement il y a un intérêt à avoir des gays ou des bi ou des lesbiennes qui jouent des rôles de lesbiennes, de gays ou de bi, c'est valable aussi pour les trans, mais que voilà, je pense qu'à un moment il faut pas non plus en tout cas sur le cas de cette personne, se retrouver dans l'excès inverse où finalement il y a une démarche de harcèlement pour forcer la personne à dire quelque chose, d'ailleurs quel que soit ce qu'elle dit, c'est-à-dire soit elle dit je suis hétéro, soit je suis bi, soit machin, mais au final il y a une démarche de harcèlement derrière, juste parce que un acteur ou une actrice joue un rôle dans une série, machin, c'est son métier. Donc bon voilà, je suis pas très fan de ces comptabilités-là, moi ça me laisse un peu froid, donc... Jean-François ? Moi, je suis toujours un peu embêté avec les États-Unis parce que c'est un pays qui était quand même un très beau pays. Il fut un temps qui a eu qui fut pionnier en liberté, qui a accueilli tout le monde en fait. Donc c'était quand même formidable. Je comprends toujours pas pourquoi ils arrivent à rétrograder à ce point-là. À part la Californie, je me demande s'il fait bon vivre quelque part chez eux. Je trouve ça dramatique, même avec un Joe Biden. C'est un truc qui reste incompréhensible, vraiment. Et c'est triste parce que en plus en France, on a l'art et la manière de prendre ce qu'il y a de plus dégueulasse chez eux et de l'amener en Europe. Je comprends pas. Mais bon, ça fait quand même plein de choses, mais j'espère qu'ils s'en sortiront. Oui. Étienne, ton choix musical ? Oui, ce soir, je vous laisse avec Suzanne, autrice, compositrice, interprète lesbienne française. Elle se fait connaître en 2019 par son immense présence sur la scène française, 200 concerts alors qu'elle n'a encore sorti aucun album. En 2020, elle publie son premier album, Toy Toy. Ses textes sont militants, féministes et écologistes. Elle est récompensée par la victoire de la musique Révélation Scène lors des victoires 2020. Et ce soir, je vous propose d'écouter Clit is Good, belle et suave chanson sur la masturbation féminine, dont le clip a été soumis à une limite d'âge sur YouTube, à l'image du puritanisme américain qui nie toujours la sexualité féminine. Cette chanson est le premier extrait de son deuxième album, Caméo, sorti vendredi dernier, à déguster d'une seule main, Clit is Good de Suzanne. J'allume les bougies, ambiance sexy, dans mon champ Lexi, sous mon œil, j'ai bien huilé les paroles. Oh my god, plan large sur le décor. Dans ma chambre de fille, je cache tes trésors, solo j'explore, je navigue, je pars en cherche à star. 1000 degrés dans la pièce, je teste, me presse, de trouver le bon geste en rond, je cherche. Dans mes pensées tu me laisses. Sur ma faim je reste. Please que je me fais des fumées érotiques quand je glisse à la touche que la main dans mon jean, je touche au monde magique. Please que je me fais des fumées érotiques dans ma tête, je me fais une tape. Que la main dans mon jean, je touche au monde magique. Oh là là, j'ai touché du bout des doigts un rêve classé X non censuré. T'es dans le synopsis, dans mes rêves, c'est doux comme un kiss. Oh my god, gros plan sur mon corps. Je me dessine sans contourner toutes les zones d'ombre. Je retrace l'origine du monde. 1000 degrés dans la pièce, je teste, me presse, de trouver le bon geste en rond, je cherche. Dans mes pensées tu me laisses. Sur ma faim je reste. Please que je me fais des fumées érotiques quand je glisse à la touche que la main dans mon jean, je touche au monde magique. Please que je me fais des fumées érotiques dans ma tête, je me fais une tape. Que la main dans mon jean, je touche au monde magique. Quand t'es dans mes rêves, je suis à des doigts de te sentir sur mes lèvres. Quand t'es dans mes rêves, je suis à deux doigts de te sentir sur mes lèvres. T'es dans mes rêves, je suis à deux doigts de te sentir sur mes lèvres. Quand t'es dans mes rêves, je suis à deux doigts de te sentir sur mes lèvres. Je me fais des fumées érotiques dans ma tête, je me fais une tape. Homo Micro,
le cercle des chroniqueurs. C'est un bonheur d'être avec les réalisateurs Nathan et Anatole, mais aussi le chroniqueur Nicolas Rividi. Jean-François est avec nous, Annabelle, vous l'avez entendu en début d'émission, Étienne, il n'y a pas trop longtemps, et tout de suite, Valérie Beau écrit le nom de Rosa Bonheur. Et oui, tout à fait, Rosa Bonheur, nous fêtons le bicentenaire de sa naissance. À cette occasion, le musée d'Orsay, avec d'autres partenaires, organise donc une importante rétrospective de son œuvre. Et je suis allée la découvrir cette semaine. Voici comment l'exposition est présentée dès que l'on arrive au musée d'Orsay, à l'espace d'exposition. Près de 200 œuvres ont été rassemblées pour mettre à l'honneur une personnalité hors norme qui fut une véritable star de son temps, célébrée des deux côtés de l'Atlantique. Comblée d'honneurs et de récompenses, elle sut s'imposer à la fois comme la plus grande peintre animalière, supplantant dans ce genre ses confrères masculins, et en tant que femme libre dans un siècle très corseté. Icône du féminisme, symbole fort pour l'émancipation des lesbiennes, elle n'a jamais été autant en phase avec son époque, et son art est lié à ses engagements écologiques avant l'heure et sa défense pour la cause animale. Alors je dirais bonne surprise, le mot lesbienne est visible, mais les contournements sont des contorsions pour ne rien affirmer de plus. J'y reviendrai. L'exposition est superbe, mieux les animaux ont une âme avec Rosa Bonheur. C'est une immense coloriste, une travailleuse acharnée, ses études sont magistrales, et on ne sent pas indemne des regards des animaux qui nous interpellent. Mais découvrons sa vie. Elle naît donc en 1822 sous les prénoms de Rosalie Marie. Son père, Raymond Bonheur, est peintre. À l'âge de 11 ans, sa mère décède et cette perte laissera toujours une immense tristesse en elle. Son père reconnaît le talent de sa fille et la laissera libre de sa vie. À 13 ans, elle quitte l'école pour se former à la peinture à l'atelier de son père. Elle décidera très vite de signer ses œuvres Rosa Bonheur, Rosa étant le surnom que sa mère lui donnait. Rosa Bonheur et Nathalie Mika se rencontrent à l'âge de 14 ans dans l'atelier de Raymond Bonheur, donc son père, où la mère de Nathalie était venue commander le portrait de sa fille qui vient poser, reposer pour son père. Elle fait la connaissance de façon plus approfondie donc de Rosa. Et quelques années plus tard, l'obtention de la médaille de bronze au salon de 1845 est mémorable à plus d'un titre, nous précise Suzanne Robichon dans la préface de la publication du Testament de l'artiste aux éditions X. Rosa Bonheur raconte ce souvenir. Il semble que de ce jour-là date vraiment notre amitié. Nous nous liâmes en effet d'une façon complète et nous devînmes inséparables. Je n'étais heureuse que lorsque je la voyais aux côtés de moi. Quand elles sont séparées, Rosa écrit à Nathalie « Si tu étais avec moi, j'en perdrais la tête de bonheur, car éprouver un plaisir sans toi, ce n'est qu'en jouir à moitié. » En 1848, Rosa a 26 ans. Elle obtient la médaille d'or au salon. Elle vit avec une femme, Nathalie Mika, sa compagne de toujours. Elle achète le château de By, situé à la lisière de la forêt de Fontainebleau, et elle nommera leur demeure le domaine de la parfaite amitié. Elle s'habille en homme à partir de 1851. Elle innove en s'associant aussi avec un marchand qui vend ses œuvres en Angleterre et aux États-Unis. Elle explique « J'ai toujours été animée par cette pensée que je n'avais pas le temps de consacrer à gagner de l'argent, car l'existence humaine est trop courte. Je n'ai jamais consenti à aliéner ma liberté sous aucun prétexte. » Nathalie Mika, sa compagne, est une inventrice excentrique et autodidacte. Elle invente un frein à patins pour les trains express. Pour cela, elle installe une petite ligne de chemin de fer dans la propriété du château pour mettre en pratique son invention. L'essai a lieu en 1862 et l'essai est positif et concluant, ça fonctionne, elle dépose donc un brevet. Rosa Bonheur explique. Comme le projet était sorti d'un cerveau féminin, les ingénieurs se montrèrent peu disposés à l'adopter. Quelques années plus tard, un Anglais ajouta un perfectionnement insignifiant, lui donna son nom et réussit à le vendre pour une somme considérable. La fameuse propriété du château de By, l'actuelle propriétaire Catherine Brault déploie beaucoup d'énergie pour convaincre de la non-homosexualité de Rosa Bonheur. Je la cite.
Avec Nathalie, c'était une relation extrêmement forte. Dans la vie quotidienne, elle n'était pas homosexuelle. Cela ne correspondait pas au personnage. Et dans le catalogue d'exposition, on parle de présumée homosexualité de l'artiste. Mais pourquoi vous voulez absolument nous gâcher nos belles histoires ? Et c'est quoi être lesbienne ? Un attachement passionné ? Elle est où la frontière de l'amour et de l'amitié, des sentiments partagés ? Vous le savez mieux que nous, peut-être. La question se pose, comment rendre visible nos histoires queer dans un monde où nous sommes considérés comme hétéros jusqu'à preuve du contraire ? Et jusqu'où la preuve ? Et même avec une accumulation d'éléments, l'effacement continue. Ces deux femmes vivent pourtant 52 ans de relation, donc 45 ans de vie commune. Et Rosa Bonheur s'exprimera ainsi. Si j'avais été un homme, je l'aurais épousée et l'on eût pu inventer toutes sortes d'histoires. Nathalie meurt à l'âge de 65 ans en 1889. Et ce n'est pas tout. 9 ans plus tard, Anna Klumk, une peintre américaine qui connaissait déjà Rosa Bonheur, vient au château de Bie pour réaliser un portrait de Rosa Bonheur. Et voici le témoignage direct d'Anna dans Les Souvenirs de ma vie. Et précisons, republié cette année aux éditions Phébus, donc je vous invite à le découvrir en entier. Voici l'ambiance au château le 30 juillet 1898. Assez tard, cet après-midi, Rosa Bonheur est entrée dans l'atelier où je travaillais aux accessoires de la grande toile. Elle a examiné son portrait d'un œil distrait et m'a fait quelques éloges. Puis, se tournant vers moi, elle a posé ses mains sur mes épaules. Et tandis que je la regardais avec un peu d'étonnement, elle m'a dit, d'une voix dans le ton de laquelle la supplication se mêlait à la tendresse, « Anne, voulez-vous rester avec moi et partager mon existence ? Je suis attachée à vous. La vie me semblera bien triste quand vous ne serez plus ici. Je me retrouverai si seule. Vous me rajeunissez le cœur, continua-t-elle. Vous me rendez l'énergie au travail. Je me sentais découragée de la vie depuis la mort de ma chère Nathalie, car j'ai été bien seule pendant 9 années. Et maintenant, vous commencez à remplacer celle que je ne pourrai jamais oublier. » Laissons les mots de la fin à Rosa Bonheur. Elle écrit un testament le 9 novembre 1898. Elle le commence ainsi. « Je sous-signais Rosalie Marie, dite Rosa Bonheur, artiste peintre, saine de corps et d'esprit. Exprime ici librement mes dernières volontés, ne devant rien à personne et n'ayant pas la moindre dette, libre de ma volonté et de ce que seul j'ai gagné par mon travail et n'ayant jamais eu ni amant ni enfant. Je donne et lègue à mademoiselle Anna Elisabeth Klumk, ma compagne et collègue, peintre et mon amie, tout ce que je posséderai au jour de mon décès, l'instituant ma légataire universelle. » Et elle persiste par une lettre testament le 28 novembre 1898. Je termine cette longue lettre explicative de ma volonté et de ma justice de tester en la faveur d'une compagne artiste comme moi, gagnant notablement sa vie comme moi, désirant continuer sa carrière d'artiste et m'accompagner loyalement jusqu'à la mort, jusqu'au dernier jour de mon travail en ce monde. Alors, pour terminer, Anna Klumk meurt à l'âge de 86 ans à San Francisco en 1942, pendant la guerre, donc en Europe. Ses cendres, cependant, sont ramenées en France en 1948 et déposées dans le tombeau où reposent Rosa et Nathalie et Anna, au cimetière Père-Lachaise à Paris. Très belles histoires d'amour, vraiment. Il faut presque se battre pour les rendre visibles et pour avoir le mot lesbienne ou homosexuelle, ça a l'air encore très compliqué dans les institutions. Dire que je pensais que Rosa Bonheur c'était un café au Huitchemont, un café-restaurant, mais non, en fait c'est... oui, vraiment, moi je découvre bien sûr l'histoire, mais j'en avais déjà entendu parler et je pense que vous avez tous un petit mot à dire à ce sujet. Qui veut ouvrir le bal? Annabelle, je te voyais prendre des notes. Oui, Rosa Bonheur, c'est une femme qui est précurseur. Hein. Voilà, rappelons-nous, 200 ans, elle est libre. Elle vit comme elle a envie. Rares sont ces femmes qui osent le faire, vivre en pantalon. Qui, rappelons-nous, c'est simple, c'est seulement je crois que c'est sous Mitterrand que le port du pantalon par les femmes a été autorisé. Alors ça a été oublié ce texte, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'on a le droit d'en porter.
Et donc elle créait, elle était artiste, elle vendait, vendre. C'était pas le boulot d'une femme de vendre. Non, c'est des hommes. Et par contre, on a l'exemple inverse avec sa compagne, qui s'est fait voler sa création intellectuelle et qui pouvait... Derrière, il y avait des sous. Et là, on le voit souvent dans l'histoire des femmes qui créent, c'est le mari ou c'est quelqu'un d'autre qui va prendre l'idée et qui va la vendre et qui va faire succès à sa place. Et elle tombera complètement dans l'oubli. Et on parlait même de Rosa Mania à l'époque. Hein. Ah oui ? Oui. Enfin, elle était extrêmement connue aux États-Unis, au Royaume-Uni. Donc Anna connaissait aux États-Unis, parce que Anna vivait aux États-Unis et connaissait de renommée internationale Rosa Bonheur, et elle était très impressionnée de faire sa connaissance. La première femme, la première compagne donc, de Rosa Bonheur connaissait la seconde elle se connaissait, Non, parce que non, c'est un croisement parce qu'elle est décédée et Anna est venue en France, mais non, il n'y a pas eu de croisement. Ouais. Nicolas ? En fait, ça me rappelle que j'ai découvert il n'y a pas tant de temps que ça que Guggenheim, des fondations Guggenheim pour l'art, en fait, c'était une femme. Et que je me dis qu'heureusement que Rosa Bonheur a un nom d'artiste qui sonne féminin, parce que le problème, c'est que on l'aurait appelé juste Bonheur ou quelque chose comme ça. Il y a de fortes chances pour que, intuitivement, on ait mis un homme derrière cet art-là et pas une femme. Et donc, du coup, ça doit nous interpeller aussi, je pense, sur la façon dont, par défaut, on considère que les personnes célèbres, les artistes, les scientifiques, etc., sont forcément des mecs. C'est une erreur, et donc voilà, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans la société pour se débarrasser de ces œillères-là. Et la peinture animalière était quelque chose qui était rentré un peu en désuétude et déconsidéré. Et vraiment, moi-même, je suis allée voir l'exposition parce que c'est Rosa Bonheur et je ne serais pas courue après. Et je vous invite à courir voir l'exposition parce que j'ai été complètement sidérée par le raffinement, la beauté, la couleur, la composition des toiles. C'est formidable. Jean-François ? Moi, ça me rappelle un peu toutes ces femmes qui ont ouvert une voie dans la peinture, dans la littérature. Ça me fait penser à Gertrude Stein, grande collectionneuse, femme de lettres, grande amie d'Hemingway, qui était aussi lesbienne, mais pas de façon cachée, mais de façon très artistique. C'est-à-dire que ça se savait dans certains milieux, mais pas chez Monsieur Tout-le-Monde. Et elle a réussi un petit peu à ouvrir la voie à toutes ces femmes qui ont assumé ça aux yeux du monde, et je trouve que c'est très important, et on ne le dit pas assez. Dans l'art, il y a énormément de femmes lesbiennes et c'est important de le souligner, il faut absolument le dire très fort. Voilà. Merci pour cette belle histoire, ces belles histoires qu'on partage à chaque fois avec toi. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Le plus de l'actu tout de suite avec Nicolas, avec toi ce soir. On parle de la Wististouille, si je prononce bien. Qu'est-ce que c'est que vraiment la Wististouille ? Je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si autour de moi, toutes les personnes qui sont avec nous ce soir connaissent, et les auditrices, auditeurs. Je n'en ai jamais entendu parler en ce qui me concerne. Alors Brahim, les victoires ne se bousculent pas, alors quand nous en ramassons quelques-unes, il ne faut pas bouder notre plaisir, a fortiori quand elles impliquent potentiellement la santé de plusieurs millions de personnes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel historique. Ça commence comme une vanne au début du mois de mai dernier, alors que l'on sortait péniblement de la énième vague de Covid et que les beaux jours faisaient s'ouvrir les bourgeons autant que les braguettes. Une nouvelle forme de variole dépistée, notamment au Royaume-Uni et en Espagne, commençait à faire la une des journaux et les hashtags ne traînèrent pas. Exit le Covid, place au monkeypox, à la variole du singe ou à la wististouille, parce que c'est toujours sympa, un sobriquet rigolo pour dédramatiser. Alors surprise néanmoins, parce que la variole est considérée comme éradiquée depuis le début des années 80, à grand renfort de vaccins déjà à l'époque. Alors bien sûr, elle n'apparaît pas n'importe où en Espagne, et les EHPAD ne sont pas vraiment visés cette fois-ci. Les premiers cas notables, et laissant donc supposer une diffusion large de la maladie, sont recensés parmi les participants à une des prides ibériques printanières. Alors, plus de Chinois à blâmer, les homophobes peuvent revenir dans leur zone de confort et nous pourrir la gueule. 40 ans après l'émergence du sida dans nos vies militantes affectives et sexuelles, les PD ont de nouveau une nouvelle maladie bien à eux. Et on aurait pu évidemment s'en passer. Bref, le décor, les blocages et les dérives possibles sont plantés.
Dans ce champ de guerre à venir, il faut donc que nos lignes tiennent bon. Pour notre part, avec mon compagnon, nous prenions justement un avion direction l'Espagne à ce moment-là pour rejoindre un ami qui venait précisément de cette Pride-là. Comment ce voyage s'est terminé? Nico a-t-il chopé la Wistichtouille? Si oui, comment? Ça vous fait un petit peu de suspense, j'y reviendrai plus tard. En tout cas, nous avons appris ce week-end-là, donc ce week-end-là, que l'épidémie de variole du singe était finie en France. Alors en clair, ça veut dire que ça fait surtout 2 semaines qu'aucune nouvelle contamination n'a été enregistrée. Bravo, Brahim, donc, pour tes 6 mois d'abstinence qui ont contribué, j'en suis sûr, à faire reculer la maladie. Oui, effectivement. Alors, tu faisais aussi le parallèle avec le VIH, SIDA, mais tout de même, la variole du singe est beaucoup moins dangereuse quand même. Et tu as raison de le préciser, Brahim, évidemment, et notamment parce que l'approche en santé publique est différente. Cependant, il faut noter que les premières descriptions des symptômes étaient nettement en deçà de la réalité. À partir du mois de juillet, les premières remontées de santé publique faisaient état de cas relativement lourds, avec de très grosses fatigues, des plaies très douloureuses et quelques cas nécessitant des hospitalisations assez lourdes. Donc on est bien loin évidemment de la petite varicelle pour adultes qu'on nous a présentée au début du mois de mai et qui justifiait par ailleurs qu'on ne fasse rien pour nous protéger de cette maladie. Dans mon entourage d'ailleurs, plusieurs personnes ont lourdement morflé, loin de l'assignation à résidence tranquille de 3 semaines durant laquelle on peut bien caser quelques réunions Zoom. On pourrait d'ailleurs parler longtemps de cette nouveauté qui consiste à considérer qu'une personne malade peut travailler chez elle alors qu'elle est malade justement, donc a priori pas en état de travailler. Voilà. Il y a personne qui suit, mais c'est pas grave. Alors je digresse. Alors c'est pas au sujet de ma prise de poids depuis la rentrée. En revanche, si on considère le poids de notre communauté dépravée, attentifs à leur santé, eh bien nous sommes probablement les principaux artisans de l'éradication de l'épidémie à venir de variole du singe en France. Il ne faut pas oublier que c'est plusieurs de milliers de cas au total qui ont été recensés pendant du mois de mai jusqu'au mois de la fin du mois d'octobre. Alors, et l'État a quand même organisé une campagne de vaccination, Nicolas. Bah oui, mais à quel prix et avec quel retard? Une fois de plus, il faut noter la légèreté qui a accompagné les débuts de la lutte contre cette épidémie. C'est presque, si certaines chroniqueuses débiles conseillaient de tomber malade pour rester en bonne santé. Vous l'avez? Les fameuses. On a retrouvé au comptoir du Café de la Bêtise les mêmes abrutis qui nous ont beurré l'arrêt pendant 2 ans avec l'hydroxychloroquine. Les mêmes ont été remobilisés pour s'occuper d'une maladie qui se transmet entre autres pendant qu'on baise. Vous imaginez l'état mental de Pascal Praud ou d'Elisabeth Lévy confrontés à l'idée de 3 mecs qui se refilent une maladie pendant une partouze. À la limite, si on a pu leur faire du mal, ça me réjouit bien fort. Alors oui, il y a une campagne de vaccination, mais il a fallu l'exiger parce qu'au début c'était plutôt du genre oui mais bon, vous savez, les vaccins c'est la réserve stratégique pour l'armée, faut en refaire, blabla. Donc les PD qui chopent des saloperies, c'est pas stratégique. Mais balancer des tonnes d'explosifs dans les anciennes colonies, ça l'est. C'est dans ces moments que tu as envie de dire non mais arrêtez de vous foutre la gueule pendant 2-3 mois, filez vos vaccins et puis on vous en fait des nouveaux et après vous pourrez aller rebombarder. On fait comme d'hab, on a gueulé un peu et on a eu les vaccins. La vaccination a donc fini par se mettre en place au début du mois de juillet, en pleine exponentielle du pic épidémique, mais attention, on a eu les vaccins, mais ni les personnes, ni les lieux pour les injecter. C'est quand même assez fort. Très peu à Paris, en fait, et que dalle en région. Ça pourrait commencer à ressembler à de la mauvaise volonté. Bon, enfin, comme disait le pape François, qui suis-je donc pour juger ? Bon, enfin, c'est aussi le mec qui vient de dire aujourd'hui que la Russie était un grand pays humaniste. On n'est pas à l'abri. Au lieu de compter sur l'État pour prendre soin de notre santé de déviants, c'est la mobilisation communautaire qui a permis la victoire contre le monkeypox. D'abord parce que les relais associatifs ont été très efficaces, que les associations LGBTQI+, en général, mais aussi les associations de santé sexuelle ont été très efficaces. Ensuite parce que les relais locaux de santé ont fait le job en mettant en place les infrastructures d'accueil et en permettant de vacciner massivement la population concernée. Et enfin, la dite population concernée a pris aussi sa part de responsabilité en se protégeant, en protégeant les autres, en se faisant vacciner et en étant consciente qu'elle était sans doute le rouage le plus important de toute cette mécanique sanitaire. Pas de psychodrame complotiste, pas d'invocation de grands principes, pas de remède miracle, mais la connaissance, la rigueur et l'implication. En cela, notre attitude collective a été, je trouve, un modèle de citoyenneté et de solidarité. Et le plus de l'actu, alors Nicolas, tu vas être recruté chez Pascal Praud sur CNews en compagnie d'Elisabeth Lévy, n'est-ce pas ? Je pourrais lui chanter, comment c'était la chanson de Suzanne
Clit is good, elle adorera. La santé communautaire, ce n'est pas une santé communautariste. Lorsque l'on donne aux personnes les moyens de participer activement à la mise en œuvre des politiques de santé publique qui les concernent, alors le succès est au rendez-vous. C'est simple, et pourtant nous le répétons depuis plusieurs décennies à des rangées d'oreilles bouchées. On a eu la chance, nous, de ne pas choper la wistichtouille avant d'être vaccinés. En somme, on est tous sur un slalom géant en train d'éviter les portes en imaginant ce qu'un jour sera l'insouciance. Et ta chronique fait réagir, cher Nicolas Révidi, Étienne, n'est-ce pas? Mais oui, alors, l'as-tu eu, cette wistichtouille? Ah non, fallait écouter la fin, je viens de le dire. Ah, et tes potes aussi, rien, c'est bon? Ah ben non, on a eu quand même deux, trois amis autour qui ont sévèrement morflé. Hein, donc, Et même quand on l'a pas eu, on a eu... Enfin, moi, j'ai arrêté... J'étais presque abstinent pendant 1 mois et demi, en plein été. Alors que les braguettes étaient ouvertes. Exactement. Abstinent, donc... Et que le Red Bar aussi. Ouais. Oui. Abstinent, donc ton mari a dû souffrir, alors. Exactement. Ouais. C'était une des blagues qui tournait pas mal sur... Un consensus. C'était une des blagues qui tournait pas mal sur Twitter. Oui. Les gens qui ont redécouvert leur mari. C'est drôle. Ceinture drôle. à la maison, hop, c'est ça. C'est Alors du coup, cet été, Étienne en a profité pour devenir champion du monde de Sudoku. Il en a pas beaucoup parlé. De mots fléchés, Comme s'il te il avait plaît. rien à faire. On a rempli des cases à défaut de cul. Ouais. C'était ton cas, Jean-François? Alors écoute, non, en fait, moi je vais être honnête, hein, j'ai pris ça d'un peu loin. Je sais pas pourquoi, je me suis dit qu'il y aurait forcément peut-être un petit vaccin qui traîne quelque part, je sais pas. Et non, mais j'ai fait gaffe en fait. Mais bon, quand on bosse dans un hôpital, on est dans une bonne maison, donc on peut toujours se renseigner avant d'y aller. Ouais. Donc j'ai modéré. Ouais. Voilà. Et Annabelle et Valérie, vous avez fait attention aussi, vous avez fait gaffe? Pas trop de partous gays. Ça fait La fidélité. Fidélité. Merci en tout cas. Le pape te remercie. Merci pour cette chronique. J'étais quand même inquiet ce week-end. J'attendais ta chronique. Je me disais, est-ce qu'il va me l'envoyer encore cet après-midi? Et là, c'est excellent. Ah oui, mais j'ai envie de dire un petit peu comme souvent. Ouais. Voilà. C'est excellent. La modestie m'étouffe. J'ai pas dit la modestie m'habite, vous avez noté? Oui, c'est vrai. Voilà. Mais qu'en pense le pape? Parce que tu l'as cité de ton travail. De mon travail, mais écoute, je ne sais pas, je ne lui ai pas encore envoyé. Je vais peut-être profiter. Oui. Soutane contre soutane, j'imagine. On a sonné les cloches ensemble. M'étonne pas de toi, cette histoire. Merci, Nicolas. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Et nous allons passer à la musique, Nathan. Oui, tout à fait. Et pour cette musique, j'ai décidé d'ailleurs de chercher un artiste, parce que je me suis dit, bon, il fallait qu'on puisse avoir probablement quelque chose d'assez intéressant. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Je revenais quand même d'un univers particulier, puisqu'il faut savoir que ce week-end, je suis allé à la Paris Games Week, donc un univers très vidéoludique, et même très jeu vidéo. J'en ai profité, bien sûr, pour faire mon projet personnel, qui d'ailleurs avance très très bien. Mais j'ai toujours pas fini pour Homo Micro. Et justement, je me suis dit, demain il y a une émission, j'ai oublié de prendre une musique, il faut que je trouve une musique vite, qui soit bien pour tout le monde et que tout le monde puisse apprécier. Alors, j'ai découvert un artiste sur Spotify, par hasard d'ailleurs, qui s'appelle tout simplement... D'ailleurs, j'ai tout simplement noté le deuxième morceau musical, mais en fait, du coup, il faut savoir que les deux ensemble, du coup, c'est Peary et Tommy Oliver. Donc, normalement, c'est Peary X Tommy qui sont ensemble. Il faut savoir que récemment, ils sont plus été connus pour notamment de la scène drum and bass en Angleterre, qui est assez populaire. Mais il faut savoir que leur premier morceau ensemble, c'est un style plutôt funk et plutôt groovy. Et je me suis dit, c'est dommage qu'ils ne refassent pas ce genre de morceaux, parce que même s'ils ont réussi à conquérir une nouvelle audience avec toute la scène drum and bass et tout ce qui est garage et tout ce que vous voulez, eh bien, je trouvais que le premier style qu'ils avaient dans leurs morceaux était quand même assez particulier et assez bien. Donc du coup,
Si jamais vous êtes comme moi et que vous êtes nostalgique de la première partie et le premier morceau aussi, les premières réalisations de ces deux artistes, je vais dans ce cas-là vous faire écouter ce fameux morceau qui s'appelle It's a Match et que j'ai adoré d'ailleurs à première vue. D'ailleurs, il est toujours, pour moi, il est liké parce que je trouve que c'est un très très beau morceau qui mérite justement de faire partie de ma playlist. Et c'est pour ça que d'ailleurs que je vous le passe tout de suite. On écoute tout de suite It's a Match de Piri et Tommy. Hey, baby, I should tell you more that I'm so proud of you. Hey, lately I've been feeling good, seeing you do the things you do. You can pull me this way and that way. You know I will stay with you always. Look to me if you turn the wrong way. We'll turn around, we can turn around. The way that I fit into you, I think it's a match. It's a match. The sweetness that I never knew. I'm calling it, baby. You take me on a different route that I have never seen, and you make me a better kind of person than I would be. You can pull me this way and that way. You know I will stay with you always. Look to me if you turn the wrong way. Yeah, I love when we drive in the fast lane. Hit me up, we go for the whole day. Ride it out, we skirt on the highway. I ain't talking about cars, baby. The way that I fit into you, I think it's a match. It's a match. Sweetness that I never knew. I'm calling it, baby. The way that I fit into you, I think it's a match. It's a match. Sweetness that I never knew. Calling it, baby. Hey, baby, I'm so proud of you. 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 Think it's a match. I'm so proud of you. 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 Think it's a match. I'm so proud of you. The way that I fit into you, I think it's a match. It's a match. The sweetness that I never knew. I'm calling it, baby. The way that I fit into you, I think it's a match. It's a match. The sweetness that I never knew. Calling it, baby. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Vous voulez qu'on vous parle de séries, musique et plein d'autres choses? Eh bien écoutez, tendez l'oreille, Jean-François Kervisi qui est avec nous pour tout ça. Alors effectivement, nous allons faire un petit point sur une série. Mais ça a déjà été fait avant l'émission, tu sais bien. Sur une série suédoise, je vais en perdre mon latin. Pour la Suède, c'est quand même assez étonnant. On va aller faire un tour dans le Grand Nord pour une série qui s'appelle Snow, qui ça se prononce Sne, paraît-il, en suédois, m'a expliqué l'homme d'Étienne. En fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui finit ses études dans la campagne suédoise et qui part à Stockholm pour terminer son petit cursus. Et il se rend compte que finalement, le Stockholm, c'est un peu la ville de tous les délires, c'est la ville de toutes les fêtes. Nous sommes en 1982. Et en 1982, qu'est-ce qui se passe quand on se sent libre dans une grande ville, que l'on rencontre des garçons, que l'on a des amis? Eh bien, évidemment, on contracte la saloperie du moment, à savoir le VIH. Ce garçon n'en continue pas moins, par manque d'informations, par innocence, à fréquenter des gens, à fréquenter des garçons avec lesquels il fait l'amour assez brillamment d'ailleurs. On le voit dans le film. Il s'appelle Rasmus et il contracte cette maladie. Il se trouve avec d'autres jeunes. Ils se retrouvent tous les 24 décembre. Et tous les 24 décembre, en fait, la communauté s'agrandit.
dans un premier temps et se rétrécit dans un second temps. Chaque année, il en manque un qui meurt évidemment des suites du VIH. C'est une série qui est vraiment magnifique. C'est une série un petit peu de tous les possibles et de tous les freins aussi. Le jeune Rasmus va tomber amoureux. C'est aussi une très belle histoire d'amour. Il va rencontrer Benjamin, je ne sais pas comment on dit en Suède. Ce jeune homme est témoin de Jéhovah, ce qui ne va pas faciliter les choses pour faire mettre au grand jour un peu cette sexualité qu'il découvre, en fin de compte. Ils vont vivre une très belle histoire d'amour, malheureusement assez courte, et je ne spoil rien en disant ça, parce que à cette époque-là, l'issue était quand même fatale. On peut dire que dans cette série, ces deux héros vont rencontrer des amis, des amours et malheureusement la mort. C'est magnifiquement écrit, c'est magnifiquement joué. Ça a eu plein de prix, notamment au Festival Gay du Marais, il y a à peu près un petit peu plus de 10 ans peut-être maintenant. C'est sorti en DVD assez récemment, ça passe régulièrement sur Canal. Ça n'est jamais sorti, ça n'a jamais été diffusé sur une chaîne hertzienne classique, on se demande bien pourquoi. En tous les cas, ça vaut vraiment le coup. C'est en 3 parties, et 3 parties qui sont absolument magnifiques, et on se rend compte à la fin, parce qu'on ne sait pas bien qui raconte cette histoire. Il faut forcément un témoin. Je ne vous en dis pas plus, parce que là, pour le coup, je pourrais quand même vendre un petit peu la mèche, et je m'en voudrais beaucoup. Voilà, et les acteurs sont formidables. C'est d'après un roman qui s'appelle « N'essuie jamais les larmes sans gants ». Je trouve que le titre est très bien trouvé. C'est de Jonas Gardel. Voilà, donc c'est réalisé aussi, ça faut quand même le dire, par un certain Simon Kedger. Voilà pour la partie cinéma, et on va passer à la partie musique. Oui. Je vais vous dire un petit mot quand même de Jean-Michel Jarre et de son nouvel album qui s'appelle Oxymore. Oxymore, on rappelle, c'est une figure de style qui consiste à allier 2 mots de sens contradictoires. Lui a appliqué ça à la musique. C'est-à-dire qu'il a pris des sons d'un certain Pierre Henry. Pierre Henry était le pionnier de la musique électroacoustique et électronique. Ils étaient très amis. Ils avaient décidé de travailler ensemble sur un album commun, et Pierre Henry est parti avant. Et il a légué quelques sons à Jean-Michel Jarre, qui en a fait un magnifique album dans lequel il y a vraiment plein de choses, des choses assez brutales, des choses assez douces. Et en fait, il met en musique ce que l'oxymore en littérature représente. Voilà, et c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer, Jean-Michel Jarre, et c'est quelqu'un vraiment de très intelligent, de très subtil et de très gentil aussi, qui est vraiment, vraiment un très grand professionnel de la musique. Voilà, c'est le premier à avoir fait rentrer la musique électronique à l'Opéra de Paris. Oui. Ça se signale. Et puis un dernier mot, je vois qu'il est l'heure, donc je vais aller vite, sur les Backstreet Boys qui sont de retour. Et puis nous, au Micro, on va peut-être commencer à faire notre petit calendrier de l'Avent, je sais pas ce que vous en pensez, à petit coup d'album de Noël. Donc les Français sont pas doués pour ça. Donc je pense que on va prendre les anglo-saxons. Donc les Backstreet Boys reviennent avec le petit blondinet Nick Carter. Il paraît qu'il fréquente le Red Bar de temps en temps. Ah donc, oui ouais. Quand Côté douche, je sais pas. Mais mais c'est vrai, ça j'ai lu qu'il passait quand il vient en France. Il fait son petit tour au Red Bar. Donc il faut juste tomber dessus. Si on voit un grand blondinet bodybuildé, on peut considérer que c'est lui. Voilà, donc en fait, ils viennent de sortir. En fait, le but c'était ça, c'est pas de vous donner un petit rendez-vous avec Nick Carter, c'était de parler de leur album. Demain soir. Oui, alors t'as peut-être un peu de chance. Ou alors tu tombes sur moi et là tu vas tout de suite décrire. Voilà, ils viennent de sortir, je vais y arriver, un album dans lequel on retrouve tous les standards comme White Christmas, Jingle Bell. Ils ont même repris le morceau de George Michael, Last Christmas. Voilà, donc ça vaut le coup. C'est très jazzy, bizarrement, et c'est ça qui est intéressant aussi. Et ça s'écoute tranquillement. Ils n'ont pas révolutionné le genre, mais c'est vraiment sympa. Et on peut terminer, si Nathan a le son, avec le morceau de Jean-Michel Jarre, le single qui s'appelle Brutalisme. Voilà. Et on finit avec ce morceau. Merci d'avoir été à l'écoute. Nous sommes très heureux d'être avec vous à chaque fois. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. On vous embrasse. Ciao, ciao.
Cette émission est maintenant terminée, mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.